Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver après la pause de la Toussaint pour l'anglais des chiffres. Tous les dimanches de 17h à 18h, je reçois un grand témoin de l'économie qui va nous aider à comprendre l'actualité, à la décrypter, à la déchiffrer et justement à identifier ce qui doit rester. Louis Gallois, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil de surveillance d'un grand constructeur automobile, c'est Peugeot Citroën. Et vous avez conduit... PSA, ça ne s'appelle plus Peugeot Citroën, oui, ça s'appelle PSA. Je mentionne les deux marques parce que pour nos téléspectateurs, c'est peut-être plus clair. Mais vous avez raison, formellement, bien sûr, c'est PSA. Vous avez conduit une carrière de grand patron. Vous avez été à la tête d'entreprises, de grandes entreprises comme la SNCF, entreprise publique, ou bien EADS et Airbus, l'avionneur, le motoriste Snecma. Vous avez également été, au début de votre carrière, haut fonctionnaire. Vous avez notamment dirigé le cabinet de Jean-Pierre Chevènement à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était, je crois, à l'hôtel de Brienne pour le ministère de la Défense à la fin des années 80. On vous connaît également pour un rapport célèbre que vous avez fait à l'automne 2012 à la demande du Premier ministre de l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande, qui a inspiré la politique de soutien aux entreprises et, disons, de l'amélioration de la compétitivité française sous le quinquennat Hollande. Vous êtes, d'abord et avant tout, un industriel, vous êtes un défenseur de l'industrie. L'actualité de ce week-end, c'est bien sûr l'anniversaire de la chute du mur. C'était il y a 30 ans exactement. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand le mur est tombé? Je vais vous dire, très franchement, j'étais à Berlin 3 jours ou 4 jours avant, oui, à l'époque où M. Honecker fêtait l'anniversaire de la DDR. M. Honecker, c'était le Premier ministre de l'Allemagne de l'Est. Absolument. Et je ne me rendais compte de rien. J'étais à Berlin-Ouest, je ne me rendais compte de rien, je regardais à la télévision les images de Gorbatchev qui faisait un peu la gueule et de Honecker à côté qui essayait d'avoir l'air souriant. Je pense que déjà ça avait commencé à mal se passer entre eux et j'ai découvert comme vous les images en 89 saisissantes du mur qui tombe. En fait, on s'aperçoit que le mur qui tombe, c'était pas l'événement majeur. L'événement majeur, c'est l'ouverture de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Quelques mois auparavant. Depuis le mois d'août, qui permettait à tous les Allemands de passer à l'ouest. Après la chute du mur, il y a eu une sorte de vague d'optimisme oui, c'était quasiment mondial. La fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Francis Fukuyama avait écrit ce livre, ce beau livre d'ailleurs. Oui. C'était évidemment une métaphore. Mais l'idée, c'était que démocratie et économie de marché allaient progresser de pair et convertir toute la planète. 30 ans plus tard, on a un monde fragmenté, la multiplication des conflits, une croissance qui patine, la montée des populismes, l'Europe qui se détricote. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans la prédiction de Fukuyama, il y a une chose qui s'est réalisée, c'est que le capitalisme est maintenant partout, à l'exception peut-être de Cuba et de la Corée du Nord. Le capitalisme, c'est-à-dire l'économie de marché, est maintenant partout. Mais ça ne s'est absolument pas traduit par l'apaisement des conflits. On a eu des conflits, des guerres fréquentes. On a, comme vous le dites actuellement, des replis nationaux on est allé très trop spectaculaires. Dans la mondialisation. Je pense que l'économie n'a plus été régulée. On a cru que tout était possible. D'ailleurs, on a vu que la crise de 2007-2008 est arrivée là-dessus. Je pense aussi que n'ayant plus de challenger, le capitalisme s'est retrouvé un peu tout seul et n'a pas à développer ses travers. C'est-à-dire la croissance très forte des inégalités, même si la mondialisation s'est traduite par le développement d'un certain nombre de pays, mais enfin une croissance très forte des inégalités qui génère le populisme. Cette mondialisation aussi qui, dans les pays occidentaux, s'est traduite par le laminage des classes moyennes, et on en voit les effets avec le Brexit, les Gilets jaunes ou l'élection de M. Trump aux États-Unis. Ça veut dire que il faut un contre-pouvoir au capitalisme et que ce contre-pouvoir, je pense que le capitalisme, c'était le communisme, enfin les le capitalisme a besoin, l'économie de marché a besoin, et le capitalisme ont besoin de contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs peuvent-ils être politiques ? La question se pose. Quand vous voyez la puissance de Google, de Facebook ou de ce qu'on appelle les GAFA, on peut se demander ce que pèsent les États en face. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Il faut donc des politiques. Et puis je pense qu'il faut que le capitalisme accepte les régulations
qui permettent de tempérer ces excès. L'actualité, votre actualité, c'est bien sûr le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, qui a été annoncé la semaine dernière, pour constituer un géant mondial de l'automobile. Ça serait le numéro 4, avec près de 9 millions de véhicules. Pas loin du 3. Pas loin du 3, ça nous donne quelques idées. Ce grand ensemble, héritier d'un siècle de tradition et d'expertise industrielle automobile française et italienne et américaine, est-ce que ça sera toujours une entreprise française? Ça sera une entreprise qui aura une forte empreinte française. Je l'espère dans son management. En principe, c'est Carlos Tavares. C'est Carlos Tavares, le patron de PSA, qui prend les commandes. Je pense que dans son conseil d'administration, la partie PSA et la partie française de ce conseil va être importante. Et je crois qu'il faut que la France se sente bien dans cet ensemble. Mais il n'y a pas un risque avec les Chinois au capital, les Italiens au capital? Tout ça n'est pas très simple. Mais je pense qu'il faut que la France se sente bien dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait le sentiment que la création de cet ensemble ne se fait pas au détriment de l'industrie française. Alors il y a la question du siège. Alors on y viendra. Auparavant, pour vous qui avez été un grand commis de l'État, est-ce que le fait que l'État français soit au capital, de façon désormais très minoritaire, c'est une bonne chose qui doit durer? Écoutez, je pense que ça a des effets de tempérance, j'allais dire. C'est pas si bête. C'est pas absolument nécessaire. Le constructeur, l'État n'est pas obligé d'être au capital d'entreprises automobiles, mais je pense que il peut apporter son élément de modération, de tempérance, de long terme. Moi, j'ai dirigé des entreprises publiques. Oui. J'ai participé aux nationalisations au moment de 1980-82, parce que je suis vieux. Donc, je n'ai pas d'allergie à la présence de l'État. Je pense que cette présence de l'État, elle est justifiée lorsque, dans des cas très particuliers, industrie de caractère stratégique, défense par exemple, ou alors pour des opérations comme celle qui s'est produite en 2013 de sauvetage d'entreprises. Parce que l'État a participé grandement au sauvetage de Peugeot Citroën. À l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait. Sans l'État, je ne sais pas ce que serait devenue cette entreprise. Donc, je pense que cette intervention a été bénéfique. Actuellement, c'est la BPI qui représente l'État, la Banque publique d'investissement. Oui. Elle le fait dans une logique beaucoup plus de marché. Et je pense que c'est bien, mais en même temps, elle a un œil. Elle a un œil sur le... Je pense qu'il va falloir dans cette affaire que les intérêts français soient représentés. Et la BPI les représente bien. Pourquoi cette fusion est-elle bonne pour PSA alors qu'elle était mauvaise, nous disait l'État, pour Renault, qui avait à peu près le même projet? Je n'ai pas à commenter sur Renault. Moi, l'intérêt pour PSA, il est double. Le premier, c'est l'effet de taille. Oui. Effet de taille. Lorsque, vous savez, on va acheter maintenant nos batteries à l'extérieur. C'est 40%. En Chine. C'est 40%. En Chine. Principalement. Peut-être qu'on va trouver un consortium capable d'en fabriquer en Europe. Il y a un projet, en effet. Oui, il y a un projet dans lequel, d'ailleurs, PSA est impliqué. Mais c'est 40% de la valeur d'une voiture. Donc, il va être très important qu'on ait l'effet de masse pour réaliser cet achat. Et d'ailleurs, on peut crédibiliser un constructeur européen, justement parce qu'on va avoir ces effets de masse. Ça, c'est... Et deuxièmement, il y a la recherche et développement. On est face à une triple révolution de l'automobile, l'électrification, la voiture électrique, la voiture connectée, la voiture autonome. Ça entraîne des investissements absolument gigantesques et on est mieux armé pour les amortir lorsque on a beaucoup de voitures à vendre. Le deuxième intérêt de cette affaire, c'est que PSA est très puissant en Europe, très profitable en Europe, mais est essentiellement en Europe. Donc est très sensible à l'évolution du marché européen, qui n'est pas un marché facile. On pourra peut-être y revenir, mais la régulation CO2 est une contrainte et un défi extrêmement fort. Fiat Chrysler, contrairement à l'image que l'on a, est surtout aux États-Unis et en Amérique du Sud. Très forte position en Amérique du Sud, très forte position
aux États-Unis. Donc vous êtes complémentaires. Donc ça va nous permettre d'être sur des marchés qui ne fonctionnent pas tous de la même manière et qui peuvent s'équilibrer. C'est extrêmement important pour nous. Ça nous permet de rentrer sur le marché américain, ce que nous n'aurions... il faut 30 ans pour le faire, lorsqu'on part de zéro. Et les tentatives faites par les Français jusqu'ici... Oui, mais même Volkswagen. Volkswagen a d'énormes difficultés à rentrer sur le marché américain. Il n'y a que les Japonais qui ont réussi, mais ils ont mis 30 ans. Vous l'évoquiez, le nouveau Mammouth a décidé d'installer son siège aux Pays-Bas. Non, pas Mammouth, c'est une gazelle, grosse gazelle. Disons, c'était une référence à la taille plus qu'à l'histoire. A décidé d'installer son siège aux Pays-Bas. Alors Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat CFDT, a commenté justement cette décision en ces termes, je le cite. C'est déjà un premier mauvais signal. Je trouve scandaleux que le siège social s'installe aux Pays-Bas pour 3 entreprises dont aucune n'est néerlandaise. Eh bien, c'est justement à cause de ça qu'on va aux Pays-Bas. On ne pouvait pas installer le siège à New York, à Milan ou à Paris, parce que... On aurait fait du favoritisme. On aurait fait du favoritisme. Imaginez qu'on installe le siège à Milan. C'était pour les Français, ça veut dire que c'était Fiat qui vous nous achetait. Nous dire, ça restera une entreprise française. Si elle est française, qu'elle s'installe à Paris. Mais ça restera pas une entreprise française, ça restera une entreprise où il y a des forts intérêts français. Et l'avantage des Pays-Bas, c'est que c'est justement neutre par rapport à ces trois pays fondateurs. Et d'autre part, c'est un pays où l'industrie automobile est faible. Et fiscalement, c'est pas le climat le plus dur. Oui, mais enfin, il faut pas penser, c'est pas un paradis fiscal. C'est pas un paradis fiscal. L'impôt sur les sociétés est actuellement à 25%, il va passer à 20%. Je vous rappelle que le 25%, c'est l'objectif que fixe le président de la République pour 2022 en France. C'est pas un paradis fiscal, c'est une fiscalité qui est moins forte que la France, mais il est difficile de trouver un pays où la fiscalité soit plus forte qu'en France, quand même. Je voudrais le préciser. C'est-à-dire que chaque fois que vous sortez, vous avez une fiscalité qui est plus avantageuse. C'est ce que dit Laurent Berger. Mais il n'y a aucune... c'est pas un paradis fiscal du tout. C'est pas les îles Caïmans. Hein. Comment expliquez-vous l'incroyable chute de la production d'automobiles en France ? Selon les estimations les plus fiables pour l'année 2019, la production chuterait de 22%. Renault, Citroën et Peugeot confondus, c'est-à-dire de 500 000 véhicules. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des constructions d'usines et des délocalisations de production. Je crois en Espagne, en Slovaquie. Mais pour PSA, je vous donne les chiffres. Nous produisons 1 100 000 voitures en France. Nous en exportons 360 000. La balance commerciale de PSA, c'est plus 4,8 milliards. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout honte de nos chiffres. Ils sont, la balance commerciale de l'automobile en général en France est déficitaire. Elle est devenue déficitaire. Celle de PSA est très positive. Reste que le nombre de véhicules que vous fabriquez en France a diminué. Il a diminué. Actuellement, il est stable depuis 2 ou 3 ans, mais il a diminué. Et je ne sais pas ce qui sera dans l'avenir, parce que ça dépend quand même pas mal de la conjoncture. Mais je vous rappelle quand même qu'on n'arrête pas de dire Toyota fait des Yaris à Valenciennes. Oui. Nous faisons la 3008 à Sochaux. Nous faisons la Citroën 5 Aircross à Rennes, nous faisons la DS7 et la 508 à Mulhouse, donc nous faisons des voitures en France. Il ne faut pas l'oublier. Nous en faisons plus d'1 million. Cette semaine, c'était aussi le voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Oui. Il s'est déplacé avec plusieurs dizaines de chefs d'entreprise, avec l'objectif de redresser les comptes, justement, la balance commerciale entre la France et la Chine. Elle est évidemment très déséquilibrée, puisque nous vendons 20 milliards d'euros de matériel pour acheter 50 milliards. Et, on va écouter un sujet de Hubert Koster qui, justement, nous détaille les difficultés de cette relation commerciale.
Les échanges commerciaux entre la France et la Chine sont très déséquilibrés. 21 milliards d'euros de produits français exportés en Chine, 50 milliards de produits chinois importés dans l'Hexagone, soit un déficit de 29 milliards d'euros. La France est le deuxième fournisseur européen de la Chine. 1,5% des importations chinoises sont françaises. C'est beaucoup moins que l'Allemagne qui représente 5% des importations, mais c'est mieux que le Royaume-Uni ou l'Italie qui sont autour de 1%. C'est le matériel aéronautique qui est le plus exporté vers Pékin, 40% du total, devant les équipements mécaniques et électroniques, les biens de consommation comme parfums et cosmétiques, enfin les produits agricoles et agroalimentaires, dont la moitié de vins et spiritueux. La Chine, elle, exporte vers la France informatique et électronique pour 30%, habillement et chaussures pour 20%, équipements électriques et ménagers et machines industrielles. Enfin, si la Chine investit dans des entreprises françaises pour environ 9 milliards d'euros, c'est beaucoup moins que les investissements français en Chine, qui s'élèvent à 35 milliards d'euros. La France est le premier employeur européen au pays du soleil levant, lié à la forte présence de la grande distribution Auchan et Carrefour. 600 000 personnes travaillent dans des entreprises françaises en Chine. Qu'est-ce qui nous manque pour cartonner au plan commercial comme les Allemands ? D'abord, la taille. Oui, elle n'est pas si différente. Ah si, sur le plan industriel, elle est très différente. Oui. C'est du simple au double. En même temps, les chiffres, pour le coup, écoutez, là, c'est pas du simple au double, c'est bien plus. Ce que vous soulevez comme question est fondamental. Est-ce que c'est une question de compétitivité ? C'est pas évident. Parce que, moi, ce que je constate, c'est que les capacités de production industrielle françaises ont été pratiquement saturées en 2017 et 2018. Autrement dit, elles tournaient à plein régime. Elles tournaient à plein régime, alors que notre balance commerciale était déficitaire de 60 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre industrie est trop petite pour répondre à la demande interne et externe. Quand elle ne répond pas à la demande interne, ça entraîne des importations. Quand elle ne répond pas à la demande externe, ça entraîne moins d'exportations. On l'a laissé se... La désindustrialisation accélérée de la décennie 2000 nous laisse avec une industrie qui est trop petite pour notre économie. Nous ne sommes pas les seuls dans ce domaine. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Grande-Bretagne, qui sont dans la même situation. Déficit structurel, au fond. C'est un déficit structurel. Donc le seul moyen pour rétablir l'équilibre, ou tout au moins de réduire le déficit, c'est de réindustrialiser la France. C'est-à-dire de réouvrir en France des capacités de production. C'est possible, ça ? Mais bien sûr que c'est possible. C'est possible, je pense, parce que si on mène les politiques qui sont nécessaires pour cela, et moi je pense que le gouvernement, en définissant un pacte productif, a donné le cadre. Il y a des politiques nationales qui doivent soutien à l'innovation, soutien à l'intelligence artificielle. Je souhaite qu'on fasse beaucoup plus dans ce domaine. Des politiques de formation, des soutiens à l'investissement. Et puis surtout, il va falloir faire confiance aux territoires. Il faut que les territoires deviennent accueillants. Et pour qu'ils soient accueillants, il y a des situations objectives. D'abord, vous n'attirerez pas de capacité de production s'il n'y a pas de médecins. Vous n'attirerez pas de capacité de production s'il n'y a pas de maternité dans le coin, si les équipements collectifs et les infrastructures ne sont pas présentes. Dans les Ardennes, vous n'avez même pas la 4G. Alors le jour où il va y avoir la 5G, ça va être un problème. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait ces conditions. Et puis surtout, il va falloir maintenant se fonder sur le dynamisme de ces territoires. Et il faudra soutenir les territoires dynamiques. Il y en a en France. Il y a des territoires qui réussissent. Regardez la Vendée, les Herbiers, regardez Cholet, regardez le bassin de Vitré, regardez Figeac, regardez même Alès, qui a beaucoup de difficultés, mais qui se bat pour les surmonter. Le bassin d'Oyonnax sur le plastique. Donc, tout cela, ce sont des territoires qui nous donnent espoir dans l'avenir. Et un deuxième élément d'espoir, c'est les start-up. La France est un pays qui génère énormément de start-up. Eh bien, ces start-up, si elles se développent, elles peuvent engendrer de la réindustrialisation, directement ou indirectement. Donc moi, je ne suis pas pessimiste dès lors que ça devient une priorité nationale. Et il faut que ce soit une priorité nationale. Parce que la désindustrialisation, elle a foutu en l'air notre balance commerciale. Mais surtout, elle a généré les gilets jaunes. Sociaux, bien sûr. Elle a généré les gilets jaunes parce qu'il y a des régions entières qui se sont trouvées complètement laissées à l'écart. Cette semaine, c'était aussi une grève de la SNCF.
un peu comme toutes les semaines, au fond, depuis déjà un moment. Je le disais tout à l'heure, vous avez été patron de la SNCF pendant 10 ans. Ça bouillonne, vraiment, depuis un moment. Les grèves se succèdent. On va écouter des témoignages de salariés. On verra jusqu'à quand les agents tiendront, mais clairement, il y a une telle colère aujourd'hui au sein de l'entreprise et une telle colère des cheminots que oui, on est face à une situation de tension extrême. Il y a une colère qui est très forte aujourd'hui chez les cheminots. Il y a une forme de chaos social qui est en train de s'installer et je comprends que le gouvernement et la direction le déplorent, mais c'est devant leur œuvre qu'ils pleurent aujourd'hui. Colère, on a entendu ce mot à plusieurs reprises. Oui, vous la comprenez ? De la part de 2 délégués syndicaux, c'est pas absolument surprenant. Ils sont dans leur rôle. Oui. Moi, je vous rappelle que quand j'étais à la SNCF, j'avais 12 à 15 préavis de grève tous les matins sur mon bureau. Ça arrivait sur votre bureau Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça faisait... Bon, c'est une entreprise ingouvernable, alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas gêner ce qui s'y passe. Il y a un nouveau patron. Mais il y a un nouveau patron que j'aime beaucoup d'ailleurs. Monsieur Farandou. Farandou, que je connais très bien et qui est un homme qui est tout à fait l'homme qu'il faut pour cette entreprise. Et j'espère qu'on va trouver les voies de la raison. C'est une entreprise assez particulière dans le domaine du dialogue social. Ça veut dire qu'on ne peut pas diriger cette entreprise ? Mais si, on peut la diriger. Vous l'avez fait 10 ans. Guillaume Pépi l'a fait. Oui. Je l'ai fait. Guillaume Pépi l'a fait. Cette entreprise bouge. Ça bouge, mais c'est une ambiance particulière. Il faut tenir compte de cet élément. Mais la crispation, on n'est pas obligé de l'accepter. Qu'est-ce qui explique la crispation ? Les crispations. Écoutez, je ne veux pas rentrer trop dans le détail là-dessus, parce que je ne veux pas, encore une fois... D'abord, il y a 13 ans que j'ai quitté cette entreprise, oui. Et deuxièmement, je ne veux pas gêner les uns et les autres. Je ne me suis jamais exprimé sur la SNCF et je souhaite continuer à ne pas m'exprimer, parce que c'est pas à moi de jouer les donneurs de leçons d'un côté ou de l'autre. Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le patron du MEDEF, donc le patron des patrons, s'exprimait, lui, justement, indirectement sur la SNCF et plus largement sur le climat social. On va l'écouter. La SNCF et la RATP, ce n'est pas le pays. Et nous, on constate que dans les entreprises, le climat social est plutôt bon. D'ailleurs, les augmentations de salaire ont été plutôt favorables, 1,7, 1,8% pour l'année 2019. Après, réformer un pays qui n'a pas été assez réformé, alors que les autres sont réformés, c'est toujours difficile. Mais si on ne fait pas ces réformes, malheureusement, on perdra pied. Et si on veut rester dans la course mondiale, il faut continuer à réformer. La réforme qui est en discussion en ce moment et qui a mis le feu aux poudres dans la SNCF, c'est l'une des mises à feu et qui n'en manque pas, c'est la réforme des retraites. Il faut la faire, cette réforme ? Moi, dans son principe, je la soutiens. Je trouve que l'idée d'harmoniser l'ensemble des régimes de retraite pour que les Français aient le sentiment d'une certaine équité me paraît positive. Et le système par points, dès lors qu'on s'entend sur la manière dont le point va progresser, ce qui n'est pas... Ça reste une inconnue aujourd'hui. Ce qui n'est pas un mince problème. Je trouve que cette réforme, elle a du sens. Et bon, donc, ceci étant dit, sa mise en œuvre est très compliquée. Et je pense qu'on n'évitera pas un travail de dentelière. Pour chacune des professions. Oui, parce que les enseignants, ça va être particulier, ils n'ont pas de prime, ils sont pénalisés par le mode de calcul de leur retraite, donc il va falloir trouver les compensations. Il y a des professions qui ont leur caisse de retraite à eux et qui ne veulent pas qu'on leur pique l'argent de cette caisse de retraite parce que c'est leur argent, donc il va falloir tenir compte de cet élément. Quant aux régimes spéciaux, ça fait partie, les salariés considèrent que lorsqu'ils sont rentrés dans l'entreprise, à EDF, à la RATP, à la SNCF, ils ont en quelque sorte souscrit un contrat dans lequel il y avait le système de retraite. Bon, il va falloir tenir compte de cela. Alors, faut-il aller jusqu'à la loi du grand-père, c'est-à-dire le fait de n'appliquer cela qu'aux nouveaux entrants? Je voudrais dire différer la réforme de 45 ans. J'ai compris que c'était un débat. C'était un débat cette semaine. C'était un débat cette semaine, lisant les journaux. Parce que Jean-Paul Delevoye semble être contre. Voilà, absolument. Alors que
Le Premier ministre est moins... Pour être tout à fait franc, je pense qu'il faut quand même, c'est une question sérieuse qu'il faut regarder. Il ne faut pas, sur un certain nombre de régimes, dans le travail de Dentelière que j'évoquais, considérer qu'il y a peut-être Vous pensez qu'on peut attendre 45 ans des temporalités à respecter. Jusqu'à 45 ans? On verra. Parce que ça voudrait dire qu'au fond, on sanctuarise ce régime pour un demi-siècle. On verra. Je ne peux pas. D'abord, je ne suis pas un vrai spécialiste de cette question, et deuxièmement, je veux pas encore une fois interférer dans une négociation compliquée où je n'ai pas ma part, puisque je suis dans une entreprise qui, elle, est au régime général. Mais je pense que c'est une question sérieuse qu'il faudra aborder, cette question de l'application ou non aux nouveaux entrants. Ça risque d'être le sujet du conflit à venir. De crispation. Vendredi tous les vendredis paraît The Economist, qui est un grand hebdomadaire britannique qui a plus de 150 ans. Bien, oui. Et cette semaine, il publiait un entretien avec le président Emmanuel Macron, dans lequel notre président français qualifie la règle qui limite le déficit budgétaire à 3% du PIB, règle inscrite dans le traité de Maastricht, donc depuis 1992, il la qualifie de règle d'un autre siècle. Autrement dit, il faudrait jeter tout ça aux orties. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation ? Je suis assez d'accord sur le fond avec cette formule. Je n'ai jamais compris exactement pourquoi c'est 3% et pas 2% ou 4%. C'est le président Mitterrand qui oui, le premier bien sûr, a évoqué ça. Qui n'était pas un économiste réputé et qui a fixé ça au doigt mouillé. J'allais dire au doigt mouillé. Donc, est-ce que la réduction des déficits est quelque chose que les gouvernements doivent pouvoir mener. Mais les déficits n'ont pas tous la même signification. Actuellement, nous avons des conditions de marché financier extraordinaires qui permettent à 0%, quasiment, d'emprunter pratiquement à 0%. Et nous avons des gigantesques besoins d'investissement au niveau européen. Je dis bien au niveau européen, pas uniquement la France. Ça serait criminel de ne pas regarder si on ne peut pas bénéficier de cette situation pour investir massivement. Moi, je prends un exemple, l'intelligence artificielle. On va y mettre 2 milliards en Europe. Mais pendant que les Américains et les Chinois mettent des dizaines de milliards sur le sujet. Or, l'intelligence artificielle, ça va être la clé dans l'avenir. Donc, si l'Europe ne veut pas être mise à l'écart, il va bien falloir qu'on investisse massivement dans ce domaine. Mais pardonnez-moi, les Américains et les Chinois, c'est bien sûr les États pour partie, mais ce sont aussi les entreprises. Bien sûr. L'investissement, c'est aussi, et peut-être même d'abord, est-ce que vous me suivrez là-dessus, l'affaire des entreprises ? C'est l'affaire des entreprises. Pour l'intelligence artificielle, comme en Europe, il n'y a pas d'entreprise qui soit porteuse de cela de manière décisive. C'est vrai. Il va falloir soutenir cette affaire jusqu'à ce que les entreprises apparaissent qui permettent qui puissent prendre le relais. Mais je pense que ça... Encore une fois, le gouvernement chinois, il met des dizaines de milliards. C'est l'État chinois qui met les dizaines de milliards. Et nous allons nous retrouver... L'Europe va se retrouver complètement à l'écart. Nous avons déjà raté le virage du numérique. Il n'y a pas une GAFA européenne, alors qu'il y a ça en Chine et aux États-Unis. Ne ratons pas le virage de l'intelligence artificielle. Mais vous pensez vraiment que si les États européens investissaient, la France notamment, on arriverait à créer des GAFA ? Mais il faut trouver des opérateurs industriels, vous avez tout à fait raison. Mais il y a d'abord une question de... C'est un environnement mais aussi. il y a une question de recherche et développement. Oui. Et la recherche, l'État peut la financer. Ce sont les laboratoires publics aux États-Unis qui ont lancé l'intelligence artificielle, c'est même la défense. Ça a été financé par les laboratoires publics. Mais il va falloir faire la même chose. C'est la recherche vraiment fondamentale, ça. Ah oui, c'est un enjeu absolument décisif. Alors je pense ça... Il y a des infrastructures aussi qui relèvent de l'État et des États et qui pourraient être financées. Je trouve que ne pas profiter de la situation des marchés financiers actuellement pour investir, je ne dis pas pour faire des dépenses de fonctionnement, mais pour investir, je trouve que c'est extrêmement dommage. Parce que, justement, c'est une époque que vous avez connue. Il y a 25 ans ou 30 ans, nous regrettions collectivement le fait qu'il n'y ait pas de constructeur informatique français. Et on s'est lancé, vous vous en souvenez,
dans une opération qui s'appelait Informatique pour tous. C'est-à-dire qu'on a soutenu à bout de bras des entreprises, des constructeurs, Thomson, etc. On a commandé pour des milliards de francs de l'époque des appareils pour équiper les écoliers. Ça a été une catastrophe. Ce que je veux dire, c'est que si ça dépendait de la seule volonté politique, je ne dis pas qu'elle n'y est pour rien, mais nous aurions probablement... La volonté politique, elle doit d'abord s'exprimer sur la recherche publique. Oui. Ça me paraît essentiel. Elle doit s'exprimer sur la recherche publique. Des entreprises, il y en a. Vous avez Dassault Systèmes, vous avez Atos, vous avez Capgemini, qui sont des entreprises considérables. Vous avez un laboratoire public remarquable qui est l'INRIA dans ce domaine. Vous avez Infineon et ST Microélectronique pour les microprocesseurs. Vous avez Nokia et Ericsson en Europe sur la 5G et sur les développements numériques à venir. Donc vous avez quand même des opérateurs qu'il faut soutenir, peut-être fédérer autour de grands projets. Mais ces grands projets, si l'Europe n'en prend pas l'initiative, ils n'émergeront pas. On a parlé tout à l'heure des batteries, c'est pareil. Vous y croyez à la batterie européenne ? Ça sera compliqué, la batterie européenne. Ce qui frappe, c'est que tous les constructeurs allemands ont passé des deals avec les producteurs chinois, jusqu'à investir à leur capital. C'est le cas de BMW, si ma mémoire est bonne. Mais les constructeurs chinois sont dans une les fabricants chinois de batteries sont dans une position forte. Ils ont en face d'eux des Coréens et un peu les Japonais. Moi, je pense qu'il faut regarder si l'Europe est capable de créer une industrie de la batterie. Il faut trouver des industriels qui se rassemblent autour de la table. Vous allez le faire, vous, PSA ? PSA, vous allez jouer cette PSA carte-là. regarde cela. Il ne va pas y aller seul et il ne va pas y aller de manière majoritaire. C'est clair, ce n'est pas son métier de devenir équipementier dans cette affaire. Volkswagen a fait ce choix-là ? Oui, enfin, on verra. Tesla a fait ce choix-là. Tesla a fait ce choix. Oui. Mais je ne dis pas que les constructeurs n'aient pas à s'en occuper, mais je crois qu'il faut d'autres acteurs et il faudra surtout des subventions de l'État. Alors, des États, vous savez que la Commission de Bruxelles a donné officieusement un feu vert à l'idée que ça pourrait être soutenu par des subventions. Il va falloir trouver un modèle économique pour cette entreprise face à la puissance des Chinois. Il va falloir être capable de tenir sur les prix face à cela. Cette semaine, c'était aussi la semaine des records à la bourse. À Paris, c'était le niveau du CAC le plus élevé depuis 2007, avant la crise financière, et à New York, le niveau le plus élevé jamais atteint. Il y a beaucoup d'économistes, d'observateurs de la chose financière qui redoutent un krach à cause de cette embellie extraordinaire. C'est votre sentiment ? Écoutez, quand les taux d'intérêt sont bas, ce sont les actifs du type action qui sont recherchés par les investisseurs. Donc ça fait monter la bourse. Mais ce qu'on assiste, c'est une inflation de tous les actifs. Oui. Que ce soit l'immobilier, regardez Paris, ou que ce soit les bourses. Est-ce que cette situation est saine ? Non, elle n'est pas saine. Le problème est de savoir si, pour assainir cela, il faut sortir des taux bas. Je pense que la question va se poser. Comment on arrive à sortir des taux bas qui sont une sorte qui sont à la fois... C'est un piège. J'ai trouvé un intérêt, je vous en ai dit deux mots pour les emprunts, mais c'est en même temps un piège. C'est en même temps un piège. Donc la sortie va être extrêmement délicate. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais je pense qu'il faut que l'on réfléchisse et ça sera le travail de Madame Lagarde, de savoir comment on sort de cette situation, on ne pourra en sortir que très progressivement. Très progressivement, parce que la situation est maintenant enquistée, les taux bas sont enquistés, donc pour en sortir, ça va être... ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec les bulles spéculatives sur les actifs immobiliers. Je pense que les banques centrales doivent regarder de très près ces bulles spéculatives ou ces augmentations incontrôlées d'actifs. Dans le même temps, on a appris que le taux de pauvreté en France, c'était cette semaine aussi, avait augmenté. C'est l'INSEE qui nous dit ça, qui fait une étude annuelle. Alors ce sont des chiffres provisoires, puisque ce sont des données qu'il faut compiler. Mais selon l'INSEE, en 2018, ce taux de pauvreté, c'est-à-dire qui fixe
le seuil de revenu à environ 1 000 euros par mois. C'est 60% du revenu médian. 60% du revenu médian. Il a atteint 14,7% des ménages français. Ça fait 9,3 millions de ménages français. À quoi l'attribuez-vous ? C'est très simple. Il y a eu un certain nombre de mesures. Vous avez parlé des augmentations de salaire. Il y a eu le paquet Macron pour les Gilets jaunes qui ont entraîné des augmentations de pouvoir d'achat. La seule population qui n'en ait pas bénéficié sont les plus pauvres, dont le pouvoir d'achat non seulement n'a pas augmenté, mais a été d'une certaine manière remis en cause par la désindexation des aides personnalisées au logement ou des allocations familiales. Et c'est une situation... Donc c'est le résultat d'une politique. C'est une situation inacceptable. C'est-à-dire que la seule population dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, et même peut-être légèrement diminué, c'est celle des plus pauvres. Et il y a une étude que le Secours catholique a sortie hier, qui est quand même très alarmante, qui montre que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et le Secours catholique dit, un cri d'alarme, il dit on n'a jamais vu autant de pauvres, de gens extrêmement pauvres. Et je pense que c'est une question tout à fait fondamentale. Vous savez que j'anime une fédération d'associations qui lutte contre l'exclusion et s'occupe des problèmes de pauvreté. On ne peut pas laisser à l'écart cette population sous prétexte qu'elle ne manifeste pas, qu'elle n'exprime pas sa mauvaise humeur. Et je trouve que la collectivité nationale a une responsabilité vis-à-vis de ces populations et il va falloir qu'elle l'assume. C'est l'heure maintenant de parcourir votre jardin secret. Alors, trois petites questions. Questions brèves, réponses courtes, s'il vous plaît. Je garde mon jardin secret aussi secret que possible. on va non pas forcer la porte, vous allez voir, mais tâchez de mieux le connaître. Est-ce que vous débuteriez toujours, aujourd'hui, votre carrière par le service public ? Bonne question. Je pense que oui. Vous n'en êtes pas sûr ? Je pense que oui. Je l'ai débuté par hasard dans le service public. Puisque... Vous étiez énarque ? Oui, j'ai fait HEC, et puis après on m'a dit vous devriez faire l'ENA. Comme je pensais que c'était une marche de plus, je l'ai franchi et je me suis retrouvé dans la fonction publique. Bon, ça m'allait assez bien. Actuellement, je pense que l'État a vraiment besoin que des talents, je n'ose pas dire que j'en ai, mais que des talents aillent vers lui, et des compétences. Donc je pense que oui, à la réflexion. Vous n'êtes pas un homme d'argent et pourtant vous avez gagné beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on concilie les deux ? J'ai gagné beaucoup d'argent et je concilie Vous l'avez gagné bien sûr à la tête d'entreprise. Oui, je l'ai gagné. J'ai eu quelquefois des discussions avec les conseils d'administration qui fixaient ma rémunération. Vous avez demandé à être payé moins. Oui, j'ai eu quelques discussions. Ça ne doit pas arriver souvent. Et quant au reste, j'essaye d'en faire un usage aussi utile que possible. C'est-à-dire voilà. Écoutez, je ne rentre pas dans le détail. On imagine que... Mais je pense que ceux qui ont de l'argent ont des responsabilités vis-à-vis de la société dans laquelle ils vivent et j'essaye d'exercer ces responsabilités au mieux. Quel est le dernier livre qui vous a marqué ou qui vous a plu ? Je viens de lire un livre que je ne peux pas ne pas vous conseiller, même s'il fait 900 pages, qui s'appelle Barbarossa, la guerre absolue. C'est-à-dire l'opération Barbarossa qui raconte les relations germano-soviétiques depuis 1917 et qui décrit dans le détail, alors parfois dans un détail extrêmement précis, corps d'armée par corps d'armée, cette bataille gigantesque qui a opposé 5 millions d'hommes d'un côté et 5 millions d'hommes de l'autre. C'était à quelle époque alors exactement ? Ça a commencé le 22 juin 1941 et ça s'est terminé à 30 km de Moscou au mois de fin décembre de 2041. C'était pas la fin de la guerre, mais c'est là où l'Allemagne a vu ses limites. Qu'est-ce qui vous a intéressé alors dans ce livre ? Ce qui m'a intéressé d'abord, c'est de voir comment une idéologie, le nazisme, qui se fondait sur deux éléments. Trouver un espace vital pour l'Allemagne. Et l'Ukraine était considérée, les pays baltes et l'Ukraine étaient considérés comme cet espace vital. Et deuxièmement, y associer la lutte contre ce qu'ils appelaient le judéo-soviétisme. C'est la croisade contre le judéo-soviétisme qui s'est traduit par des drames absolus, l'extermination des populations juives dans les pays baltes et en Ukraine et Biélorussie. Voilà. Et du côté stalinien, du côté de Staline,
comment il a réussi, après un effondrement personnel, puisqu'il a fallu que Beria et les membres du bureau politique aillent le chercher chez lui parce qu'il sortait plus de sa datcha pour reprendre les rênes de l'affaire, comment cet homme a réussi à remobiliser complètement son pays et à faire en sorte que... c'est eux qui ont gagné la guerre, c'est pas nous, c'est eux qui ont gagné la guerre. Vous nous avez donné envie de lire Opération Barbarossa, c'est de qui ? Oui, ça s'appelle Barbarossa, la guerre absolue. La guerre absolue. Merci à vous, Louis Gallois, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci de m'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Amélie Carouer pour l'émission dominicale En toute franchise. Et moi, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine sur LCI pour l'anglais Décrypte, des chiffres. Et ça sera, comme toujours, à 17h, de 17h à 18h. En attendant, bonne semaine.